Bonjour à tous, donc Karine Alfos de l'ITERG. Donc je ne sais pas si tout le monde est connecté, mais compte tenu qu'il est l'heure, donc on va démarrer ce webinaire. Donc ce webinaire dédié donc à une présentation d'une nouvelle génération de polyester qui a été développée donc à l'ITERG. Donc, au préalable, donc quelques points de réflexion. Donc, qui dit développement de nouveaux polyesters, cette gamme de produits dont on va parler a été développée dans l'équipe lipochimie de l'ITERG. Donc, vous connaissez tous l'ITERG, mais quelques points de réflexion concernant, on va dire, l'activité lipochimie au sens large. La lipochimie, c'est une définition simple, ça relève de la chimie des corps gras, on parle bien de chimie et de transformation des corps gras. Les potentialités de ce secteur sont relativement étendues en termes de développement marché. Donc j'ai cité quelques marchés, quelques applications que vous connaissez tous, les lubrifiants, les solvants, les adjuvants pour l'agrochimie par exemple, les additifs pour les adhésifs, les peintures, les vernis, également les additifs pour le secteur agroalimentaire. Donc un nombre croissant d'applications et la lipochimie, c'est une vieille chimie entre guillemets, il y a énormément de produits qui sont déjà sur le marché. Mais se pose quand même un problème au niveau industriel, c'est que un état de fait, c'est que la production des alcools gras a disparu en Europe ces dernières années et s'est concentrée largement en Asie. La production des acides gras, également une concentration de plus en plus, une tendance forte de concentration en Asie. Donc il y a encore quelques structures qui sont présentes en Europe, mais pour combien de temps? Et quand on regarde la production des esters, elle est encore aujourd'hui majoritairement réalisée en Europe, mais on peut se poser la question pour combien de temps, compte tenu de la problématique d'ester que l'on connaît en ce moment. Alcool gras, acide gras, ester étant les piliers, les matières premières de l'oléochimie, les matières premières à partir desquelles on va décliner un certain nombre de fonctionnalités et de dérivés pour cibler les marchés que l'on a précédemment cités. Donc, quels seront les enjeux pour demain de cette chimie des corps gras? Les enjeux, ce sont des enjeux économiques et sociétaux qui sont connus, sur lesquels il y a une large communication et les enjeux sont, comment dire, sont connus. Donc, le premier point, c'est sûr que c'est un point relatif à la problématique environnementale de l'industrie chimique en général, avec un besoin criant de réduire les émissions de CO2. Également, par rapport à ce que je viens de vous dire préalablement, une volonté de créer des emplois non délocalisables, parce que qui dit délocalisation, je ne l'ai pas dit, mais c'est délocalisation en regard du coût, notamment des salaires. C'est pour ça qu'il y a une délocalisation forte en Asie, donc par rapport au coût de la main-d'œuvre, qui impacte fortement sur le prix du produit fini. Donc, une volonté de créer des emplois non délocalisables. La proximité de la matière première peut rendre cela possible, mais encore faut-il qu'il y ait une volonté de structuration des filières et de structuration de circuits courts, de filières courtes. Alors là, ça va dans le sens de l'économie circulaire, dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis un besoin de créer de nouveaux débouchés permettant de pérenniser la production agricole. Donc là, effectivement, vous le savez, le colza, si on regarde le sourcing colza, le colza s'est fortement développé ces 15 dernières années sur le marché du diester. Le marché du diester étant ce qu'il est aujourd'hui, le besoin de trouver de nouvelles alternatives. Un cahier des charges relativement contraint, parce qu'effectivement, on dit que la lipochimie, il y a un certain nombre d'applications, de débouchés marchés. Cependant, au-delà des applications quelque peu classiques de la lipochimie, on a parlé des alcools gras, des acides gras, des esters et de certains dérivés, le constat là aussi, c'est que
aujourd'hui, en termes de développement industriel et d'innovation de produits, il n'y a que quelques trop faibles réalisations de grande ampleur. Donc j'en ai cité quelques-uns. L'amino 11, pardon, qui a été anciennement développé par Arkema à partir de l'huile de ricin, hein, l'acide azélaïque et le pélargonique, qui sont des deux coproduits qui ont été récemment industrialisés par Novamont, ou encore l'épichlorohydrine qui a été mise au point par Solvay. Derrière, ce sont des gros volumes et des marchés de grande ampleur, mais voilà, on les compte sur les doigts de la main, ces grandes réalisations. Alors pourquoi? Parce que, puis c'est très vrai encore aujourd'hui, hein, c'est qu'on a un coût des matières fossiles qui a atteint un plancher très très bas, hein, alors que les matières agricoles se tiennent. Donc on est confronté, quand je dis cahier des charges contraint, c'est qu'effectivement on est confronté à ce ratio bénéfice sur coût, hein. Alors, avant de regarder les enjeux, donc, et cependant, enfin de regarder plutôt les contraintes, hein, cependant une demande industrielle qui ne cesse de croître. Donc là, quand on regarde les perspectives à horizon 2030, hein, et depuis, si on intègre les perspectives de 2030 et qu'on regarde la consommation depuis 2010, ben c'est à peu près 4,5% par an en moyenne de croissance réel et qui est attendu sur ce marché dit de l'oléochimie. Alors, même si je n'aime pas trop le terme marché de l'oléochimie, en tout cas, des produits issus de l'oléochimie pour aller sur ces marchés de l'industrie, hein, qui sont aujourd'hui, comme encore et toujours, fortement dominés par l'utilisation de la pétrochimie. Mais vous voyez qu'une demande qui est pourtant très forte, hein, pour ces produits-là. Donc, quelles sont les contraintes et les cahiers des charges? Alors, ça a été vraiment renforcé parce qu'à l'ITER, nous avons réalisé l'année dernière une étude de marché, hein, donc ça conforte bien ce que je vais vous dire. Donc, l'industrie, les industriels recherchent et sont demandeurs de nouvelles fonctionnalités, hein, sont vraiment demandeurs d'innovation de produits en termes de fonctionnalité, donc de performance. Et derrière ça, hein, je mets de côté tout ce qui va être développement de produits issus des huiles, mais qui soient, d'un point de vue structure chimique, à l'identique des dérivés issus de la pétrochimie, hein. Donc, on ne parle pas de mimétisme structurel en termes de structure chimique, on parle vraiment de nouvelles structures chimiques en tenant compte de la spécificité intrinsèque de cette biomasse et en amenant des performances qui puissent être compétitives et substituables à des performances issues de la pétrochimie, hein. Donc ça, c'est voilà, c'est un vrai besoin. Alors quand on dit ça, ce qui vient ensuite, c'est effectivement ce ratio performance-prix dont j'ai parlé, hein, avec une nécessité effectivement d'atteindre des performances au moins équivalentes aux produits issus de la pétrochimie, voire supérieures ou voire différenciantes, à des prix compétitifs. Bon, donc ça c'est une vraie contrainte, hein. Un autre point important au niveau du cahier des charges, c'est une valorisation concertée. Alors je vais vous expliciter ce que j'entends par concertée. Mais des biomasses, alors je mets bien des biomasses et des coproduits. Donc là, c'est une vraie nécessité de valoriser les coproduits. Alors déjà les coproduits de l'huilerie, hein, si on parle d'économie circulaire, mais également valorisation concertée des biomasses, c'est-à-dire on ne peut pas uniquement en piochant entre guillemets dans l'oléochimie obtenir toutes les performances et les structures chimiques d'intérêt pour aller sur l'ensemble des marchés que j'ai précités. Et donc, il faut utiliser d'autres biomasses. Donc, on va parler du sucre, on va parler de l'hémicellulose, on va parler des coproduits de la filière bois, également, voilà. Donc, c'est regarder le domaine des possibles au niveau de la biomasse au sens large pour utiliser à bon escient des structures chimiques d'intérêt et designer finalement de nouveaux produits avec des structures différenciantes originales qui vont amener des nouvelles performances ou des performances semblables aux produits pétrosourcés. Et enfin, le quatrième pilier, je dirais, de ce cahier des charges, c'est une intégration
très amont des analyses de cycle de vie. Hein. Donc effectivement, bon, c'est, je dirais, on a pris c'est de plus en plus courant. Hein. Jusqu'à présent, on était plutôt on développait des produits, puis on regardait a posteriori, alors qu'en est-il au niveau de l'analyse de cycle de vie? Donc là, il faut vraiment intégrer l'ACV au départ, c'est-à-dire dès lors que l'on pense filière, structure particulière, quels sont les procédés que l'on va mettre en œuvre, et puis regarder si effectivement d'un point de vue ACV, on part sur des moins un a priori positif concernant le développement de ces nouvelles molécules. Voilà, il ne faut surtout pas attendre la fin d'un développement pour réaliser ces ACV. Et puis également l'aspect contrainte réglementaire, donc là aussi très important. Hein, donc on pense bien entendu à REACH, mais on peut penser également pour le secteur cosmétique aux listes référencées, notamment la liste chinoise, hein, qui peut être très contraignante. Donc intégrer toutes ces contraintes en amont pour se donner, je dirais, toutes les chances d'aboutir ensuite sur le marché si les performances, les fonctionnalités et le ratio performance-prix sont au rendez-vous. Voilà. Alors, rapidement, donc là, effectivement, ce petit schéma pour finalement vous positionner aujourd'hui le domaine et le périmètre d'action de l'ITER dans ce secteur de l'oléochimie. Donc à droite, vous voyez les marchés visés, donc effectivement qui sont très larges, hein, cosmétiques, teinture, résine, adhésif, mais également le bâtiment, l'agrochimie, les transports, hein, donc potentiellement, voilà, ces marchés sont demandeurs de ces nouvelles fonctionnalités. Et sur la gauche du schéma, donc effectivement un certain nombre de mots-clés. Hein, donc on va parler de produits un petit peu de base dans les formulations pour les produits finis et les marchés visés, hein, des polymères, des lubrifiants, mais beaucoup, et j'y reviendrai par rapport à cette nouvelle gamme qu'on lance, beaucoup d'additifs, hein, des liants, des plastifiants, des tensioactifs, hein, mais également des molécules plateformes. Donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, les additifs sont utilisés dans un grand nombre de ces secteurs pour amener des performances ciblées et qui vont pouvoir faire toute la différence sur la performance produit final. Et finalement, ces additifs, donc certes, ce sont des faibles volumes, marché par marché, mais sur lesquels on peut se permettre d'avoir un prix un peu plus élevé que sur des bases. Et donc, ça permet de positionner ces nouvelles molécules pour petit à petit grignoter des parts de marché. Donc, cet axe additif pour les marchés visés avec des performances bien ciblées, c'est le parti qu'on a pris du moins à l'ITERG pour positionner ces nouvelles molécules sur le marché en disant on voit sur le long terme et à moyen long terme, si on fait la preuve qu'effectivement elles sont intéressantes pour certains marchés de niche en tant qu'additifs, elles peuvent, et on a des exemples, hein, que ça c'est le processus a été dans ce sens-là, après effectivement prendre des parts de marché sur le marché des bases et donc des plus gros volumes. Alors, bon, là, ce schéma, effectivement, pour montrer un petit peu le processus d'innovation à l'ITER. Donc, vous voyez apparaître cette échelle de TRL hein, que vous connaissez tous. Donc, effectivement, quand on est sur des échelles au niveau des TRL, pardon, 1, 2, 3, on est sur le développement de nouveaux produits, on est plutôt dans le domaine très amont, hein, recherche, développement. Donc là, un fort ancrage de l'ITER avec ses partenaires de la recherche académique. Donc vous voyez apparaître des ITE comme la SAS Piver, hein, dans lequel on est vraiment impliqué, on est partenaire et on dépose un certain nombre de projets pour essayer de développer de nouveaux produits. L'Institut Carnot 3 Bécard, donc là aussi un lieu de ressourcement scientifique pour initier de nouveaux développements. Et puis les UMT, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des unités mixtes technologiques. Donc c'est un partenariat fort avec un laboratoire académique. Et en l'occurrence, nous en avons deux, avec deux laboratoires du CNRS. Donc
une UMT sur la thématique des biopolymères et une UMT sur la thématique de la formulation, pour l'industrie agroalimentaire, mais également non alimentaire. Donc, sans passer plus de temps là-dessus, c'est vous dire qu'effectivement, l'ITERG a cette capacité de ressourcement scientifique au travers des instances dans lesquelles elle est engagée, elle est partenaire, hein, et effectivement, pour pouvoir driver et monter sur l'échelle de TRL avec, bien entendu, nos plateformes technologiques pour driver cette recherche et faire en sorte qu'elle aboutisse sur le marché. Donc, les équipements, vous les connaissez, hein, vous savez que nous sommes équipés de plateformes technologiques pour faire justement ce scale-up et monter en échelle, intensifier les produits pour finalement produire des spécifications produits qui soient reproductibles, intensifier les procédés, réaliser les analyses de cycle de vie, estimer le prix de ces produits, sachant qu'on travaille à l'échelle de quelques centaines de kilos jusqu'à une tonne batch. Donc à cette échelle-là, on est en capacité de réaliser ces estimations budgétaires et ces analyses de cycle de vie. Et donc, j'en viens quand même au sujet d'aujourd'hui. Donc, fort de de ce processus, on a, et vous l'avez certainement, vous avez reçu pour certains d'entre vous des mailings présentant cette gamme. Donc, on vient de lancer cette gamme PRIC. Alors, vous allez voir pourquoi je mets première génération. Donc, qui est une gamme de polyester, biosourcé à plus de 95% de carbone renouvelable, compatible avec la réglementation REACH, puisqu'il s'agit de polymères, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les marchés visés, je ne reviens pas, mais c'est très très large, et c'est les marchés que je vous ai cités, adhésifs, peintures, lubrifiants, etc. En tant qu'additifs, et je vous ai mis un certain nombre de performances de ces produits. Donc, ils peuvent être utilisés en tant que plastifiants, texturants, amenant des propriétés d'hydrophobicité, puisqu'on est quand même principalement 100% bas score gras aujourd'hui, renfort au choc, liant, voilà, un certain nombre de propriétés de performance que nous avons mis en évidence et qui ne demandent qu'à s'élargir, de trouver de nouvelles propriétés, et ce, donc, en lien avec les partenariats industriels que l'on peut contracter, enfin les contrats que l'on peut avoir avec certains partenaires industriels, et je vous présenterai le processus pour pouvoir tester ces produits-là. Donc, qui dit une gamme de nouveaux polyesters, dit également des fiches de spécification, donc ça je l'ai dit, je vais peut-être insister là-dessus. Alors, cette première génération, donc elle s'appelle PRIC, donc il y a deux grandes familles, donc c'est des polyesters polyols, donc à fonctionnalité hydroxyle, et des polyesters acides, donc fonctionnalité acide. Pour chacune de ces deux sous-familles, on va dire, donc vous voyez apparaître un certain nombre de polymères, donc à partir de ces polyols et ces polyacides, on décline des polymères type polyuréthane, polyester à partir de la gamme PRIC polyol et également polyester à partir de la gamme PRIC acide. Donc là, le but, c'est pas de rendre exhaustif les propriétés et les applications. On a mis quelques marchés, le marché des coatings, le marché des polyuréthanes pour le bâtiment ou des TPU, le marché des additifs comme modificateurs d'impact, notamment, donc on a montré qu'il y avait un fort intérêt sur l'utilisation de ces polyesters à partir de la gamme polyol comme modificateur d'impact dans le PLA, l'acide polylactique. Donc, pour dire que cette gamme PRIC première génération, dont on va détailler un peu les molécules derrière, c'est une gamme qui est disponible. Chacun des produits faisant partie de cette gamme, donc là je les ai listés, donc à sa fiche de spécification. Donc vous voyez apparaître un certain nombre de paramètres, d'indices d'acide, de fonctionnalités.
fonctionnalité 1, environ 1, 2, 2,5, hein, en fonction des produits. La viscosité, la densité, également la masse moléculaire et le pourcentage de carbone renouvelable, ce que je vous disais, supérieur à 95%. On va venir ensuite sur le processus. Alors ici, pour dire que ce qui est en cours par rapport à cette première génération, on est en train de réaliser, par rapport à des tests normés, la biodégradabilité intrinsèque de ces produits-là, également l'analyse de cycle de vie, et puis tout ce qui relève du contact alimentaire pour certaines applications, donc des problématiques liées à la migration de ces produits-là dans certaines matrices, par exemple des polymères, des emballages pour l'agroalimentaire. Donc ça, c'est en cours. Dès lors que l'on aura les résultats, elles seront intégrées aux fiches de spécification et vous en serez informé par mail. Donc aujourd'hui, quelques exemples en cours. Alors j'aurais pu, avant de passer ça, je vais quand même vous présenter le processus, on reviendra à ça. Donc comment tester cette première gamme? Donc la première chose, c'est qu'effectivement, vous avez si vous souhaitez tester ces produits-là, on met en place une discussion technique avec des experts au niveau de l'équipe lipochimie pour réfléchir ensemble par rapport à vos produits, quelles seraient les structures les plus pertinentes à tester dans un premier temps. Une fois qu'on s'est entendu sur les structures d'intérêt que vous pourriez tester, dans ce cas-là, donc on signe un MTA, donc un Material Transfer Agreement, ce qui nous permet de vous échantillonner dans les produits que l'on a sélectionnés. Donc, en général, après, ça dépend du type de test que vous allez mettre en œuvre, au moins pour avoir une preuve de concept de l'intérêt potentiel de ces produits-là dans vos formulations. Donc là, c'est vraiment votre expertise en tant que formulateur et qui va faire toute la différence, parce que bon, un produit, un additif en tant que tel, il amène une fonctionnalité, mais c'est vraiment dans son environnement matrice formulée qu'effectivement, vous pouvez appréhender ses performances. Donc là, il y a une vraie expertise à votre niveau. Donc, on peut vous échantillonner en quelques kilogrammes de produits. Alors, à ce niveau-là, vous payez uniquement la production à façon de cet échantillon. Vous réalisez ensuite vos tests, donc on définit ensemble quand même un timing et un délai de réalisation de ces tests. Donc, c'est vrai voilà, c'est un vrai investissement et un vrai partenariat. On ne se positionne pas comme un fournisseur lambda, je dirais. Donc, vous testez ces additifs, ces produits dans vos formulations par rapport à vos applications et ensuite, on organise une réunion d'échange entre vous et nos experts pour rendre compte justement des performances et que vous avez pu, les premières preuves de concept et de faisabilité et d'intérêt de ces produits-là pour vos marchés. On ne rentre pas dans l'aspect, je dirais, confidentialité de vos formulations, c'est vraiment nous exprimer, bon, ces produits qu'on a testés, j'ai pu les substituer, j'ai pu vraiment rentrer dans une substitution, alors partielle ou totale des produits pétrosourcés que j'utilise classiquement. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à creuser, mais il faudrait améliorer la polarité, par exemple, le poids moléculaire, où j'ai besoin d'une viscosité plus basse, où j'ai besoin, voilà. On a besoin d'éléments de ce type-là pour, vous voyez, il y a une petite boucle récursive, c'est revenir ensuite sur des propositions, c'est-à-dire vous faire de nouvelles propositions et décliner à partir de la gamme que l'on a, vous dire si on est capable de vous approvisionner en une structure qui soit plus proche de vos besoins et de vos attentes. Voilà, donc on est vraiment dans cette dynamique de synthétiser une structure qui soit la plus proche de vos besoins, mais au regard d'un pré-screening et de premiers tests et des retours de performance que vous nous ferez. Voilà. Donc j'en reviens aux exemples que l'on travaille aujourd'hui. Donc vous voyez apparaître un certain nombre d'axes. Donc renfort au choc du PLA. Donc, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces produits ont été brevetés. Donc on a un brevet des brevets
molécules, et pour certains, on a des brevets d'application. Voilà. Donc, renfort au choc du PLA. Donc, pour tout ce qui est additif carburant, donc additifs permettant d'abaisser le point de cristallisation, hein, également dans le secteur des bougies et des cires, plastifiant dans le secteur des élastomères par exemple, texturant de phase grasse dans le secteur cosmétique. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de test avec certains partenaires industriels. Donc le processus, je vous l'ai décrit. Donc maintenant, donc on ne s'arrête pas là, hein, donc vous avez la première gamme, la première génération donc, est disponible, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour, si vous êtes intéressé pour tester certains de ces produits-là. Donc là, on travaille maintenant sur la deuxième et vous allez voir troisième génération. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette première génération a été développée à partir de l'huile de ricin. Hein. Donc là, la deuxième génération continue sur l'huile de ricin parce qu'elle a une fonctionnalité et une composition intrinsèque qui est très intéressante. Mais vous voyez apparaître de nouvelles fonctionnalités. Tout à l'heure, on était sur des fonctionnalités alcool-acide. Là, on élargit la gamme avec des fonctionnalités isocyanate, silane et acrylate pour conduire de nouvelles performances et notamment de nouveaux procédés de polymérisation, par exemple fortement axés sur la photochimie. Hein. Donc la fonctionnalité acrylate permet ensuite d'utiliser ces monomères ou ces prépolymères, faire des polymères comme des alkoxylanes par exemple, ou des polyacrylates, mais par procédé photochimie. Et ça, il y a une forte demande de certains industriels pour utiliser ces procédés-là par rapport à des problématiques de cadence sur site de production. Donc pareil, un certain nombre de mots-clés en tant qu'additifs, donc crosslinker, donc c'est des agents réticulants pour par exemple les résines époxy, hein, les alkoxysiloxanes, pardon, donc un intérêt fort pour tout ce qui est mastic. Et puis les dérivés acrylatés, on revient sur les marchés des adhésifs et des coatings, voilà, en tant qu'additif ou en tant que base polymérique. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours, toujours sur gamme ricin. Donc, au niveau de l'information, dès lors que, c'est aussi au niveau du processus, dès lors que des nouvelles molécules sont disponibles à notre catalogue, vous êtes informé par mailing. Hein, voilà. Et puis sur le site également de l'ITERG, l'information est disponible. Et donc enfin la troisième génération, donc là vous voyez apparaître de nouveaux sourcings, parce qu'effectivement si on revient comment dire, à mon préambule, hein, l'enjeu c'est aussi de valoriser les ressources locales et nationales, donc le colza, le tournesol, et je vous ai parlé d'économie circulaire, donc valoriser les coproduits, notamment les coproduits d'huilerie. Donc maintenant, fort de notre expertise sur la déclinaison de ces nouvelles structures chimiques, on va passer maintenant à cette gamme troisième génération en utilisant comme matière première le colza, le tournesol oléique et les coproduits de l'huilerie, pardon, notamment par exemple les condensats d'ésodo. Certes, en utilisant ce sourcing-là, on va rajouter des étapes au niveau des procédés de fabrication. Hein, donc, il faudra trouver un positionnement au marché de ces produits-là. C'est pour ça qu'effectivement, on utilise aussi les coproduits d'huilerie pour essayer de décliner des gammes finalement bas prix, prix moyen et prix un peu plus élevé et orienter l'utilisation de ces additifs à bon escient en tenant compte du coût performance-prix hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est des travaux qui ont démarré, qui vont s'étaler sur bien 2017-2018 pour décliner cette nouvelle gamme à partir de tournesol, oléique, de colza et de coproduits d'huilerie. Et vous, je ne redécline pas, mais vous voyez apparaître les mêmes fonctionnalités, hein, alcool, acide, silane, acrylate, isocyanate, et le même processus, c'est-à-dire travailler en lien direct et en étroite collaboration avec vous, parce que on a besoin effectivement de vos compétences
formulateur, hein, et donc d'intégrer ces produits-là dans vos formulations et de revoir vos formulations pour nous faire remonter les performances et puis réajuster, je dirais, la structure pour caler au mieux avec vos besoins. Voilà, et donc enfin, pour terminer, quelques applications en cours, mais c'est un petit peu une redite de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ces produits sont actuellement travaillés, et là on est dans une phase de maturation et de test industriel, hein, dans le secteur des additifs pour bougies et cire, texturants de phase grasse dans le secteur cosmétique, agent renfort du PLA, donc vous voyez les petites barquettes alimentaires, hein, donc le PLA est largement utilisé pour ce type d'application. Dans le domaine des sports et loisirs, comme additif PVC, et puis dans le domaine du bâtiment, le secteur on va dire des polyuréthanes. Voilà, donc ça c'est des développements sur lesquels on va communiquer et qui sont les prémices je dirais, de l'utilisation de ces composés. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ma présentation. Je vais regarder un petit peu au niveau du... Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Alors, vous pouvez chatter, hein, poser vos questions en ligne. Alors, voilà, j'ouvre le chat. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, n'hésitez pas. Hein, alors, bon, maintenant ou effectivement ensuite a posteriori, hein, moi je suis disponible pour en discuter avec vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, voilà. Voilà. Bon, donc je reste à votre écoute. C'est un petit peu difficile là de parler dans le vide, de ne pas vous voir, mais voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Donc encore une fois, hein, vous avez vu, donc la première gamme est lancée. Dès lors que nous allons incrémenter de nouvelles molécules à notre catalogue, vous aurez l'information, hein, par mail. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour recevoir des échantillons. Moi, le retour qu'on en a là depuis 1 an, c'est que le processus fonctionne plutôt bien. Hein, donc voilà, et les industriels sont en général intéressés pour tester ces produits-là. Et le MTA qu'on a mis en place donne satisfaction. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez léger, mais alors après, j'ai pas parlé, je ne sais pas si c'est des questions certainement au niveau des brevets. Hein. Bien sûr qu'on n'a pas pris des brevets d'application sur tous les secteurs, mais brevets d'application, c'est à vous de les prendre au cas par cas en fonction des performances et de l'intérêt que vous pourrez avoir à utiliser ce type de produit. Hein. Donc on a avant tout des brevets mères, des brevets molécules. Bon, bah écoutez, je ne vois pas de questions, donc je reste à votre disposition, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je pense qu'on va arrêter le webinaire. Merci de votre écoute et de votre intérêt. À bientôt, au revoir.